Nouveau. Salut! Nouveau devient Nouveau Média et vous parle désormais de la Suisse et du monde connecté. Des nouvelles rubriques pour raconter comment on vit dans la société numérique. Bref, Nouveau Média, ça parle aussi de vous. Dans l'actualité des médias cette semaine, nous vous parlons de la nouvelle guerre froide entre médias russes et occidentaux. Fausses informations ou juste visions de l'actualité différentes, nous sommes allés enquêter à Moscou sur Russia Today, cette chaîne de télévision internationale qui dérange. Le porte-voix de la propagande russe, payé par l'État, c'est la télé Russia Today. L'automne dernier, on les accusait de truquer la campagne électorale pour faire gagner Donald Trump. Eux, c'est les médias russes, jusqu'alors quasi inconnus au bataillon. Propagande, désinformation, fausses infos. On reproche à ART pour Russia Today de créer des fake news, de fausses informations. Qui est ce nouveau monstre médiatique venu du froid ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à Moscou, dans la banlieue de la capitale russe. C'est là que se trouve le siège de RT, média financé par le Kremlin de Vladimir Poutine. C'est Margarita Simonian qui nous y accueille. La directrice de l'information ne donne que très rarement des interviews. On pense qu'on a quelque chose de différent à dire, que ça parle de la Russie ou pas. C'est important que le public dans son ensemble l'entende. C'est important que l'establishment comprenne notre point de vue sur les questions du monde. N'ignorons pas ces voix qui existent, ces faits, même si parfois ils dérangent, qu'on préfère ne pas les entendre. Pro-séparatiste en Ukraine, pro-Bachar al-Assad en Syrie, il n'y a pas de doute. RT présente le point de vue du Kremlin. Jusque-là, ça ne dérangeait pas grand monde, mais depuis, l'audimat de la chaîne a explosé. 4 milliards de vidéos vues en ligne aux USA, RT a bouleversé le monde médiatique en recrutant des présentateurs vedettes. C'est pourquoi vous pouvez retrouver mon show Larry King Now juste ici sur RT. En Europe, médias et politiciens s'inquiètent de la force de RT et de ses fausses informations. L'Union européenne a lancé une task force anti-propagande, mais ses responsables ont décliné nos demandes d'interview. Sans réponse de Bruxelles, nous sommes rendus à Paris. Là, le quotidien Le Monde vient de lancer un site web qui s'attaque aux fausses informations. Il classe les médias en vert, orange ou rouge, selon le sérieux de leur travail. Voilà donc l'équipe des décodeurs. Au cœur de la rédaction, c'est Samuel Laurent qui nous montre comment ça marche. Pour Le Monde, c'est clair, RT est en orange, imprécise et partageant de fausses informations. On voit bien ce que fait la Russie, qui a vraiment une stratégie effectivement de soft power avec ses médias alternatifs qu'elle installe un peu partout, et avec les mêmes soucis partout. C'est-à-dire que ces médias vont sur des thématiques qui sont très souvent celles de l'extrême droite, en Italie comme en France, comme en Allemagne, comme en Angleterre, et vont chercher des thématiques qui excitent un peu l'opinion nationaliste, xénophobe, raciste. Donc c'est clairement, oui, une stratégie de guerre de l'information et de guerre des faits et de guerre de propagande. En Suisse, il y a un journaliste qui connaît bien la chaîne. Guy Métan est russophile et il y est régulièrement interviewé, comme ici, à Moscou, pour présenter son nouveau livre. Russia Today probablement doit aussi diffuser des informations qui sont inexactes, mais tout le monde en fait. Je veux dire, sur la guerre en Syrie, les grands journaux établis, Le Monde, le New York Times, le CNN, toutes les grandes, la BBC, ont diffusé des informations totalement partiales et unilatérales. Entre liberté de la presse et chasse aux fausses infos, les médias russes s'implantent un peu plus en Europe. RT France devrait débarquer sur les écrans télé en fin d'année et venir rejoindre Al Jazeera ou CCTV dans le grand bal des médias d'État dans cette guerre globale de l'information. Anatole, c'est la plume acérée de notre rédaction. L'index posé sur sa souris, il a parcouru les actualités du web pendant une semaine et voilà ce qu'il a vu. J'étais sur Doctissimo pour trouver un remède miracle contre la chute des cheveux en 10 jours quand je suis tombé sur une vidéo de Nouveau avec des vrais morceaux de mots écrits en jaune dedans. Elle parlait de la disparition des forêts vierges dans le monde depuis 15 ans due à l'expansion, la construction, l'exploitation et l'extraction. En voyant ce timelapse, ça m'a fait penser à mes cheveux, à l'entropie et à Britney Spears en période down et ça m'a déprimé. Pour me remonter le moral, je suis allé sur Twitter faire un mauvais jeu de mots à propos de la femme de Fillon qui gagne 1 million en faisant rien, mais j'ai été arrêté en route par la vidéo en boucle d'un néo-nazi qui se prend en direct un point en pleine figure. Évidemment, suite à cette interview, Internet a interneté et l'a remixé avec plein de musique et de détournements plus ou moins jubilatoires.
Et là je me suis dit, c'est ok ou pas ok de taper un nazi? Alors je suis tombé sur un compte Twitter et un Tumblr qui recense la castagne de nazi dans la culture populaire avec des vrais morceaux d'Indiana Jones dedans. Et plein de comics aussi. Et apparemment, tout le monde trouve ok de taper un nazi pendant une interview. Un des seuls qui dit qu'il n'est pas d'accord, c'est justement un ancien auteur de Captain America qui tweet « Encourager la violence contre la parole, même la plus détestable, la plus dégoûtante, n'est pas une manière de faire qui vieillira bien. » Pourtant, en scrollant un peu, on trouve plein d'images de Captain America qui pètent des gueules de nazis. Même Hitler en prend pour son grade. D'ailleurs, à propos d'Hitler, le petit facho d'avant, il fait référence dans le discours qu'il prononce pour saluer l'arrivée de Trump au pouvoir. Hail Trump! Et en regardant cette conférence où plein de gars chelous font des saluts hitlériens, je me dis que le mec des algorithmes de Google, il est quand même super fort parce qu'il arrive à me placer une pub pour apprendre l'hébreu sur une vidéo de rassemblement d'extrême droite. Mais ça répond pas à la question de la violence et de la parole. En même temps, empêcher de parler un facho qui dit Hail Trump pour fêter l'arrivée au pouvoir d'un président qui empêche les journalistes de parler, ça peut sembler de bonne guerre. Je ferme mon navigateur et je me dis que finalement, malgré les particules fines, on est bien en Suisse et que c'est pas chez nous que des choses comme ça arriveraient. Comme j'ai un petit doute, je le rouvre et je vois qu'en fait, quand le président chinois nous rend visite, on interdit aux journalistes de poser des questions. Et y a pas grand monde qui trouve ça choquant, à part Darius qui met sous pression Didier Burkhalter pour lui faire avouer à demi-mot qu'il regrette cette censure. On peut même pas poser une question critique. Franchement, ça vous a pas gêné? Oui, ça c'est ennuyeux, mais j'ai l'habitude maintenant, je le regrette. Mais c'est comme ça. Gna 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 gna. Alors, le muselage de la presse, check. Et les petits nazis qui s'amusent à faire des croix gammées en cours de répète? Eh ben check aussi. Finalement, on sait toujours pas si c'est bien ou pas bien de taper des fachos, mais ce qu'on sait, c'est qu'on va valser. Chaque semaine, Nouveau Doc propose de se donner le temps de plonger dans une réalité nouvelle de nos sociétés ultra connectées. Cette semaine, on vous embarque sur le voilier de deux fribourgeois. Ils récoltent des échantillons d'eau pour créer une carte mondiale et participative de la pollution maritime. Ça vient comme ça. David et Alexandre sont deux frangins fribourgeois passionnés de voile. Ça fait 8 ans qu'ils ont lancé Rond de Chute, leur petite entreprise. Dans leur atelier, ils découpent des voiles de bateau pour en faire sacs et porte-monnaie. Depuis l'enfance, sous l'aile de leur papa, ils découvrent la mer et les techniques de marins à bord du voilier familial, le Bonavalette. Avril 2014, les deux frères avec un ami se lancent pour de bon. Ils lèvent l'ancre à Bâle pour 3 ans et demi de route. Le début, quand on est parti, les premières semaines, on était d'un côté très euphorique parce que c'était 5-6 ans de rêve qui tout d'un coup venaient réalité. On n'avait plus d'attache, on n'avait plus rien, on était libre. Depuis Bâle, direction la Hollande, puis le long des côtes européennes et africaines, avant la grande traversée de l'Atlantique. C'est quoi qu'il y a derrière vous, les gars? Derrière vous, il y a quoi? Mais une halte un peu particulière, en plein milieu de l'océan, va changer le sens de leur voyage. On a vu dans les Antilles des îles désertes où la plage était remplie de bouteilles en pète. C'est beaucoup les bouteilles et les bouchons qu'on a sur les bouteilles remplis, quoi. Alors que c'est une île où il n'y a personne qui habite, c'est super contradictoire, mais c'est les courants quoi, qui emmènent tout partout. Ouais. Ça c'est assez choquant quand même. L'exploit personnel se transforme dès lors en mission environnementale. Choqués par ce qu'ils ont vu, ils prennent contact avec une ONG qui lutte contre le plastique en mer. Nous on allait dans le passage du Nord-Ouest, qui est un endroit où finalement pas beaucoup de navigateurs vont et je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de mesures de microplastique en haut. Ils nous ont demandé si on pouvait prendre cet appareil et faire tous les jours ou tous les 2 jours des mesures de microplastique dans ces zones-là. C'est la feuille qu'on doit remplir quand on fait l'échantillon. Ces sachets, l'équipe du Bonavalette va en faire toute une série. Pas trop tourné, pas trop sec. Entre les icebergs et les phoques jusqu'au détroit de Bering, régulièrement, lors des escales, ils les envoient en Suisse, dans ce laboratoire. Donc jusqu'à maintenant, Bonavalette nous en a envoyé 13 par rapport au passage du Nord-Ouest. Le but, analyser ces échantillons d'eau pour réaliser une carte mondiale des microplastiques. Ces plastiques légers comme des brosses à dents, des bouteilles ou des sachets vont prendre jusqu'à 30 ans pour devenir des microplastiques. Tous les points blancs, bleus, verts, noirs qui flottent ou qui sont entre deux eaux, ça c'est des microplastiques.
La nouveauté, c'est la méthode de récolte, participative. À travers le monde, plusieurs bateaux s'occupent de sillonner les mers pour créer cette carte des déchets. Une méthode de récolte connectée qui a un gros avantage. On faisait des expéditions nous-mêmes et on s'est rapidement rendu compte qu'en termes d'efficacité, c'était assez limité parce qu'on a un bateau qui échantillonne et forcément mener des expéditions comme ça prend du temps, ça a un certain coût. Et rapidement, il y a plusieurs personnes qui sont venues nous voir, qui avaient des bateaux, qui naviguaient, qui nous ont dit « Ah, nous, on aimerait bien participer à votre projet d'étude de pollution des mers par les déchets plastiques ». Les résultats sont sans appel. La Méditerranée est en zone rouge, très polluée. Les échantillons récoltés par le Bonavalette n'ont pas encore révélé tous leurs secrets. Reste à découvrir quels sont les dangers que posent ces plastiques quand ils sont ingérés par les poissons. Donc ces fragments de plastique ont la dimension du plancton qui est donc la base de la chaîne alimentaire. Beaucoup d'animaux vont ingérer de manière volontaire ou involontaire ces objets en plastique. Ils ne vont pas être capables de les digérer, donc ils vont s'accumuler dans l'estomac. Ça va créer le blocage intestinal. Ils vont finir en fait par mourir de faim parce que le système digestif est bloqué. Après, des phénomènes d'étranglement ou d'étouffement de la faune par les déchets plastiques. Donc là, on parle plutôt de gros objets, ce qu'on appelle les macro-déchets. C'est l'image de la tortue avec le sac plastique, d'un animal emmêlé dans un filet, et ainsi de suite. Aujourd'hui, plusieurs initiatives essaient d'y remédier. Certaines sont très ambitieuses, comme celle d'un autre marin suisse, Yvan Bourgnon, qui veut nettoyer les océans. Né à la Chaux-de-Fonds, le skipper a réalisé un tour du monde en solitaire. Durant son voyage, il fait un constat, la mer est infestée de plastique. Et là, quand je suis rentré, je me suis dit, c'est pas possible, bon Dieu, la pollution, elle s'est pas multipliée par 2, elle s'est multipliée par 1000. Et qu'est-ce que ça va devenir dans 30 ans, dans 50 ans, quoi. Son idée, créer un gigantesque catamaran, le Manta, pour ratisser les déchets avant qu'ils se décomposent. C'est vraiment un multicoque océanique qui va mesurer 60 mètres de long, 72 mètres de large, vraiment pour avoir un râteau, un collecteur de déchets à l'arrière du bateau qui piège le plus possible de plastique. Donc c'est vrai qu'imaginer un râteau de 72 mètres de large, ça va commencer à devenir efficace. Et il faut concevoir tout ce bateau, parce que ça n'existe pas. Il pourra récolter 100 tonnes de plastique par voyage. Le premier a été financé par un crowdfunding qui a cartonné. Pas de quoi nettoyer la planète, mais un bon moyen pour montrer que c'est possible. Quand on arrive à terre avec 600 mètres cubes de plastique, qu'on les met sur le quai, qu'on convoque les médias, les populations, eh ben on est beaucoup plus efficace pour faire passer des messages que quand on fait une conférence où il y a des gens qui n'écoutent pas, où il y a 20 personnes. Le catamaran d'Yvan devrait ramasser ses premiers plastiques en 2020. D'ici là, le voilier fribourgeois aura bouclé son tour en rejoignant l'Australie. Améliorer la connaissance, faire prendre conscience du problème, c'est la mission que se sont donnés ces marins, issus d'un pays sans mer, mais qui ont l'espoir de la sauver. Quand Nouveau arpente le terrain, Nouveau fait des rencontres. Cette semaine, on vous fait découvrir Laurent Alexandre, le chirurgien français qui a inventé le site Doctissimo et qui pense qu'un jour, l'être humain vivra 1000 ans. Lui, c'est Laurent Alexandre. De formation, il est chirurgien. Bonjour. Il y a quelques années, il avait créé le site Doctissimo, des conseils pas toujours éclairés sur votre santé. Mais depuis, il va dans tous les médias pour délivrer son message. Une révolution technologique est en cours et si on ne s'en mêle pas, on va se faire manger par les grandes entreprises comme Google. Le patron du moteur de recherche de Google pense que dans 30 ans, l'intelligence artificielle sera 1 milliard de fois plus puissante que l'ensemble des cerveaux humains. On vote pour des vieux cons dépassés sur le plan technologique. Pour lui, le monde tel qu'on le connaît va disparaître à brève échéance. Parce qu'un robot prendra votre job, parce que l'intelligence artificielle sera plus efficace que votre cerveau, et parce que certains pays, comme les USA et la Chine, ont beaucoup moins de scrupules à trafiquer l'être humain. Si on nous avait dit il y a 20 ans que Facebook voulait tuer toutes les maladies, Google tuer la mort et Microsoft supprimer le cancer, on ne l'aurait pas cru. On est face à une vraie révolution dans la révolution technologique avec l'arrivée de la Silicon Valley dans les sciences de la vie, dans le cancer, dans la lutte contre la mort. Et ces changements sont menés au pas de charge par ces géants multimilliardaires, sans débat éthique ou démocratique. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, les dirigeants de Google considèrent que c'est à eux de diriger la politique et le gouvernement parce qu'ils comprennent mieux la technologie que les hommes politiques. Pour Laurent, il y a urgence d'agir en Europe. Le risque, c'est d'être soumis au pouvoir de ces entreprises. Nous
sommes responsables de ne pas avoir compris l'évolution technologique du monde. Il faut maintenant mettre les bouchées doubles si nous voulons éviter d'être le Zimbabwe de 2050. Voter, se former et réfléchir autrement. En gros, pour Laurent Alexandre, l'humain de 2017 va devoir être très intelligent et ne pas se voiler la face pour survivre face aux machines et aux humains augmentés. Mais l'humain a encore quelques cartes à jouer. Une en particulier, la créativité, où nous avons encore peut-être une petite longueur d'avance. Voilà, Nouveau Média, c'est terminé pour cette semaine, mais la vie continue sur les réseaux sociaux. Ciao, à la semaine prochaine.